Bonjour Bruno, content de t'avoir retrouvé. Bonjour à Bruno, tous, désolé, je crois qu'il doit faire des travaux dans le coin, c'est pas possible, c'est toujours vers 18 h que ça lâche. ok. Denis, je te laisse ton invité en main. Bruno, bonjour, bienvenue, puis vraiment ravi de t'avoir avec nous. On t'a invité aujourd'hui pour deux raisons. D'abord parce que tu es devenu, de manière absolument incontestable, un des grands acteurs du retour de loup en France et qu'on souhaitait avoir ton avis et ton expertise. La deuxième, c'est que Naturapass et toi, ton association et d'autres associations allons travailler en partenariat. Mais ça, je le garde pour la fin. Donc, Bruno, d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter en tant que homme en quelques mots? Alors, je ne suis pas un acteur du retour du loup en France, hein. Je suis tout d'abord un éleveur de chèvres, un petit troupeau de chèvres. On fait du fromage, on fait de l'accueil à la ferme, des visites. On a plusieurs milliers de personnes qui viennent tous les ans. Et on a une vidéo, on explique le rôle de l'agriculture, notre travail quotidien. On accueille beaucoup de monde. Voilà, l'outil vidéo est pour moi un bon outil dès la base pour mon travail déjà sur l'exploitation. Donc, un éleveur et en plus un pédagogue, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qui t'a conduit à t'impliquer dans cette affaire du loup, dans le retour du loup en France, dans ses conséquences, et qu'est-ce qui t'a amené sur ce terrain-là? Alors, en fait, avant la présence des loups dans les Vosges, je dois vous dire, j'avais aucun avis sur le loup. J'étais ni pour ni contre, en fait, je savais pas. Et on pourrait penser que je suis un extrémiste anti-tout, mais en fait, pas du tout. J'étais presque pas favorable, mais pas contre. On savait pas, en fait, dans les Vosges, on savait pas ce qui se passait dans les Alpes. Et c'est à partir de 2011 qu'il y a eu les premières attaques à quelques centaines de mètres de chez moi. Les premiers loups qui sont arrivés dans les Vosges. Et je me suis dit, bah là, purée, il faut quand même un peu se renseigner. Les loups arrivent. Et ma première vidéo que j'ai faite, c'était d'aller dans le sud pour se rendre compte de qu'est-ce qui allait nous arriver chez nous dans 20 ans. Eh ben, il suffisait d'aller descendre dans le sud avec ma caméra pour remonter ces informations et prévoir et anticiper qu'est-ce qui pourrait nous arriver chez nous dans les Vosges dans 20 ans. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et puis, j'ai vu que les films là, intéressaient du monde, les éleveurs aussi. Et moi-même, voilà, j'étais très surpris aussi de toutes ces conséquences. Pourquoi? Parce que c'était pas du tout médiatisé au niveau national et ça manquait. Et on voit qu'il y a un manque d'informations. Oui, et ça t'a conduit donc à créer une association qui s'appelle L113, si je ne m'abuse. Oui, c'est venu un petit peu après, en fait, parce que... Ah, non. On a reperdu Bruno. Décidément, la connexion avec les Vosges. Période de travaux, messieurs. Bruno est en Bruno, Lorraine. Je vous entends. Oui, Parfait. parfait. Donc, Tu peux réexpliquer la non, mais question, s'il te plaît. Alors, en fait, après être descendu dans le sud, tout le monde me dit que les loups sont réintroduits. Et puis, quand on écoute la version officielle, ils sont revenus naturellement. Et bien sûr, sans élément de preuve de réintroduction. Donc, je me suis dit, bah, il faut chercher. Donc, voilà. Donc, un des gros dossiers, en fait, c'est est-ce que le loup est revenu naturellement ou a été réintroduit. Donc, j'ai repris tous les documents officiels, enquête parlementaire, les recommandations de Berne, etc. Et ça a mené à un film qui dure 2 h 30, fortement documenté, avec des documents officiels qui prouvaient qu'il y a eu des loups de réintroduits, qu'il y avait en tout cas une forte volonté, avec des éléments vraiment factuels. Voilà, ça c'est oui, la voilà, deuxième c'était étape. la question que je voulais te poser. Ensuite, voilà, qu'en est-il de l'origine du loup? A-t-il revenu entièrement naturellement ou a-t-il été un petit peu aidé? Voilà, mais tu as déjà un peu commencé à répondre à la question. Voilà. Et donc, l'enquête parlementaire expliquait qu'il y avait des loups de réintroduits et il fallait encore le prouver par les analyses génétiques que j'ai demandé plusieurs fois, qu'on ne me donnait pas. Et donc, c'est pour ça qu'on a été amené à faire des analyses génétiques en recherchant un laboratoire indépendant qui est médico-légal, qui forme la police scientifique en Allemagne, qui est le laboratoire Forgen en Allemagne. Et donc là, on a pu prouver effectivement qu'il y avait des loups qui venaient pas que d'Italie, mais qui venaient d'ailleurs, qui avaient aussi un peu d'italien, pas tous,
mais il y avait aussi des loups de Mongolie, des loups baltes, des loups nord-américains. Voilà, à notre grande surprise. Et donc, par ces analyses génétiques, on le prouve. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, c'est le loup allemand qui fait polémique. Je dois vous dire quand même que des analyses de l'ONCFS ont montré aussi qu'il y avait des loups baltes qui étaient retrouvés en Lozère et qui disaient l'ONCFS que ces loups-là ont été réintroduits en Lozère. Vous pouvez regarder en 2018. Hein. Voilà, on a démontré aussi l'hybridation, qu'avant on ne parlait pas, qu'on commence à parler de cette hybridation. Le laboratoire Antagène maintenant l'aborde, qui a un certain pourcentage qui était de 0% au début, qui est passé à 2 à 3%, qui passe à 7-8%. Et il y aura encore beaucoup de choses à dire. Il y a eu un loup qui était retrouvé en Allemagne, qui apparemment venait de France et que c'était un loup hybride. Voilà, mais ça, on ne vous l'a pas dit, mais c'était bien un loup hybride de première génération. Des loups hybrides. Oui, quand tu parles d'hybride, Bruno, il est important de préciser que le statut de l'animal dépend du fait qu'il soit un loup, je dirais, pur sang ou un hybride, parce que le loup pur sang est protégé par la Convention de Berne, l'hybride ne l'est pas, c'est bien ça. Je dois vous dire, après quelques années de recherche autour du loup, c'est vrai que je suis devenu contre le loup. Pourquoi? Parce que je suis pour l'élevage plein air, je suis pour les produits de qualité, je suis pour la biodiversité. Les loups vont à l'encontre de ces trois objectifs. Donc le loup, effectivement, ça pose problème, il faut pouvoir s'en débarrasser, entre guillemets, légalement. Comment on peut tuer des loups légalement? Eh bien, on peut avoir deux axes. Le premier, c'est effectivement les loups hybrides ne sont pas protégés et on aurait le droit, c'est même conseillé par la recommandation de Berne, qu'il faut éliminer les loups hybrides parce que ça dénature le loup pur. Ça, c'est une des premières raisons. Si on prouve qu'ils sont hybrides, on aurait le droit de les tuer. Et puis, des loups réintroduits, si on le prouve, et effectivement, il y a plein d'éléments qui le prouvent, eh ben, c'est illégal de réintroduire des animaux sans faire des demandes préalables, des demandes de population, etc. Donc là, c'était une réintroduction illégale et donc dans ce cas-là, on aurait le droit effectivement de tuer les loups. Oui, parce qu'en fait, des loups nord-américains, on veut bien que le loup nage pour traverser un petit étang ou une rivière, mais se faire la transatlantique comme ça, je le vois mal réussir. Quant au loup balte retrouvé en Lozère, là aussi, à moins qu'il ait pris le TGV, pardon, je vois mal un loup de pays baltes arriver jusqu'en Lozère. Ce qui serait aussi important de préciser et de souligner, Bruno, et ça c'est le cœur du problème, c'est que tu nous parles un peu des dégâts que cet animal cause, en particulier dans le domaine de l'élevage, qui est ta spécialité. Oui, ma spécialité, oui et non. Moi, je n'ai pas eu de dégâts sur mon exploitation parce que depuis la présence des loups, on fait dormir nos chèvres la nuit à l'intérieur du bâtiment. Au niveau national, on arrive à 12 500 animaux de tués, reconnus officiellement pour ceux qui disent « ouais, c'est du chien, je sais pas quoi ». Il y a des expertises de l'ONCFS, l'OFB maintenant, qui expliquent qui essayent de prouver si c'est bien du loup ou pas et qui vont bien sûr pas dire c'est du loup si pour eux ce n'est pas du loup. Donc quand on dit c'est du loup, c'est vraiment du loup, même s'ils jouent un peu sur les termes. Voilà. Mais on arrive à 12 500 animaux tués. Sous-entendu, dedans, il y a aussi des chiens, des chevaux, des chèvres, il y a voilà, des lamas, etc. quoi. Donc cette proportion de chiffres n'arrête pas d'augmenter malgré des moyens de protection très élevés. Ça, c'est factuel en fait, c'est 12 500, c'est des chiffres officiels. Dans les chiffres officiels, on compte à peu près 20% aussi d'animaux qui sont non retrouvés, non déclarés. Donc en fait, il faudrait rajouter 20%. C'est le minimum parce qu'il y a plein d'animaux aussi qu'on veut dire c'est bien du loup. Que l'ONCFS de l'époque disait non, non, c'est pas du loup, c'est du blaireau, etc. C'est surtout sur les bovins. Les bovins, je ne sais plus combien il y en a sur une année, il n'y a pas énorme que ça. Et le chiffre officiel, je vois, il y en a 160. Mais dès que c'est du bovin, souvent, le loup n'est soi-disant pas l'auteur. Donc, on est obligé aussi de passer par des analyses génétiques pour prouver l'auteur du prédateur. Et souvent, on nous dit bah, c'est du blaireau. Bah, non, quand on fait l'analyse génétique, eh ben, on voit que c'est du loup. Dernièrement, dans le nord de la France, il y a eu les analyses qui sont tombées dans le nord. Là, il y a eu
des prédations, des crottes qui ont été retrouvées, qui ont été données à l'ONCFS, enfin l'OFB, qui ont été données aussi par un autre laboratoire autre que Forgun, un autre laboratoire européen, qui a prouvé aussi que c'était du loup, mais des pays baltes. D'accord? Il n'y a pas que Forgun, hein, on a d'autres laboratoires qui prouvent aussi les résultats de Forgun. Et Oui. quand on donne cette même crotte à l'ONCFS, ils disent que c'est du renard. Voilà, Bon, c'est tombé, donc, renard. ce qu'on peut conclure de ces affaires d'analyse, c'est qu'en fait, il y aurait une intention des autorités de minorer, de minimiser la présence du loup en France. C'est ça. Oui. Oui. Voilà. C'est clair que les chiffres annoncés, aussi bien sur la prédation que sur le nombre d'attaques, que sur le nombre de loups, est toujours revu à la baisse, officiellement, les chiffres officiels, hein, toujours beaucoup plus bas que la réalité. Voilà, nous, on le démontre par les analyses, c'est démontré aussi par les chasseurs, par leur appareil photo automatique qui montre un peu partout, que ces chiffres, bien sûr, aussi bien en nombre de loups qu'en prédation. Alors, on voit des questions intéressantes, là, je vous coupe, hein, mais... Alors, il y a des questions concernant les mesures de protection, parce que ça, c'est un des gros arguments de ceux qui souhaitent le retour du loup ou qui applaudissent le retour du loup, c'est les bergers, les éleveurs n'ont qu'à protéger leurs troupeaux. Il y a des chiens, il y a des clôtures, mais moi, j'ai vu des chiffres là dans les petits visuels que j'ai trouvés, enfin, dont on montre quelques exemples là à l'écran, qui sont issus d'une étude de l'INRA, qui montrait que 90% des attaques avaient lieu sur des troupeaux qui étaient, enfin, soumis aux mesures de protection, qui avaient les mesures de protection, qu'elles soient clôture ou chiens de protection. Donc, comment expliquer que les mesures de protection ne servent à rien, en fait, ou pas à grand-chose? Oui, je confirme ton chiffre, hein, effectivement. Il y a 90% des troupeaux qui sont attaqués ont au moins 2 moyens de protection. On dit qu'un troupeau est protégé par 2 moyens de protection, qui est les moyens de protection les plus, enfin, qui sont reconnus officiellement, c'est l'aide berger, les chiens de protection et les clôtures renforcées. Donc, avec ces au moins 2 moyens. Ah, je crois qu'on a. Ouais, je crois aussi. Je crois aussi qu'on a encore perdu Bruno. Je suis là. Moi, je suis là. Il est là. C'est très bien. Je vous entends. La connexion est toujours là. Je vous entendais. Parfait. Donc, c'est une réalité. En fait, les loups s'adaptent. Pourquoi? Parce que si il peut attaquer qui n'a pas de risque pour lui, ni de balles, ni de pince ou je sais pas quoi, de coups de courant très très élevés qui pourraient nuire jusqu'à sa mort, en fait, eh ben, il sait qu'il prend pas de risque d'attaquer. Et l'exemple qu'a toujours donné un spécialiste qui s'appelle Laurent Garde, c'est-à-dire de dire c'est comme une souris, en fait, on a beau lui donner des moyens, enfin excusez-moi, on l'empêcher d'aller chercher son morceau de fromage, s'il sait qu'il a la récompense au bout, eh ben, il va contourner tous ces problèmes, ces barrières qu'on pourrait lui donner pour arriver à l'objectif, et il sait que s'il gagne, il a le morceau de fromage. Eh ben, le loup, c'est pareil. Voilà. Alors, on dit qu'avec des chiens de protection, tout ça, ça fonctionne. Pourquoi que les gens le pensent? Parce qu'ils voient souvent des vidéos, mais la preuve, c'est qu'ils passent des documentaires comme France 3 où on montre que ça fonctionne avec des chiens de protection. Et puis quand on réalise, enfin quand on va sur place, comme j'ai fait en Allemagne, ben, on se rend compte que non, il y a quand même des attaques malgré les chiens de protection. Les documentaires qu'on voit à la télé, non, ça fonctionne pas toujours. Dans le Var aussi, pour Caméra à la patte, il y a eu une émission qui est passée sur France 3, sur Arte, excusez-moi, ou sur France 5, et ils démontraient qu'avec les chiens de protection, ça fonctionnait. J'ai été vérifié sur place, et cet éleveur-là a perdu 300 brebis dans l'année. Et pourtant, dans le documentaire, il disait, regardez, avec les chiens, ça marche. C'est faux. Il y aurait un discours officiel et la réalité terrain qui serait vraiment différente. On avait une question. Oui. Une autre preuve, c'est qu'en France, on a. Non, mais Bruno, on aimerait. Il y a une question là qui arrive de nos auditeurs et qui paraît intéressante. Alors, c'est Théo qui nous demande pourquoi le loup a été réintroduit en France. Est-ce que tu peux y répondre, Bruno? Eh ben, moi aussi, j'ai essayé de pouvoir essayer de chercher qu'est-ce que ça pourrait, enfin, le pourquoi des choses, en fait. Mais tant que j'avais pas d'éléments pour dire pourquoi, j'ai pas inventé des choses, quoi. Mais je pense qu'au début, c'était dans un souci de préserver l'espèce loup, des amoureux de la nature, des amoureux des loups, comme Monsieur Boitani, hein, qui a fait des élevages de loups en Italie. Et donc, voilà, il n'a pas toujours dit la vérité à l'enquête parlementaire. Donc, c'était dans le but de sauver les loups.
Mais maintenant, il peut avoir un autre avantage. Ces loups peuvent permettre aussi de faire des surfaces de réensauvagement qui permettent ensuite de faire de la financiarisation de la nature. On pourrait penser, enfin, on a du mal à concevoir qu'une surface réensauvagée peut faire gagner de l'argent. Eh bien si, on peut gagner de l'argent grâce à la compensation carbone, grâce à la compensation écologique, grâce aussi en faisant des espaces vierges qu'on peut faire payer après les entrées en fait dans ces parcs, comme le parc de Yellowstone qui font payer ces entrées. Dans le monde, il y a plein d'endroits où on paye. On a déjà des parcs naturels et des parcs naturels nationaux et régionaux en France, et les entrées ne sont pas payantes. Donc, mais le problème, en effet, de la financiarisation de la nature commence maintenant à être un peu, enfin, à être de plus en plus important parce que on voit les arrière-pensées de certains dans ce domaine. Ce qu'il est intéressant aussi de voir dans la question du loup, et là, Bruno, tu en parles bien dans tes documentaires, c'est la question des indemnisations. On nous dit oui, mais de toute manière, les éleveurs et les bergers sont largement et grassement indemnisés, donc qu'ils arrêtent un peu de se plaindre. Qu'en est-il réellement du problème de la question de l'indemnisation, Bruno? Alors l'indemnisation par bête, elle peut des fois être à sa juste valeur. Il faut reconnaître qu'il y a des fois, les indemnisations sont juste à peu près à leur valeur. Il y en a qui peuvent dire plus, il y en a qui peuvent dire moins, c'est pas grave. Mais c'est surtout aussi le plus lourd, c'est pas que l'indemnisation de la bête qui est tuée. Parce que déjà, il faut la retrouver. Donc une bête qui n'est pas retrouvée, eh ben, elle n'est pas indemnisée. Et je vous dis, il y a à peu près une estimation à peu près de 30% des animaux qui ne sont pas retrouvés quand il y a des attaques. L'autre problème aussi, ce sont les pertes indirectes. Les pertes indirectes, quand il y a un animal qui est stressé, eh ben, ça peut avorter ou ça peut pas prendre au niveau des saillies. Personnellement, oui. Moi, si j'ai une attaque sur mon troupeau, en une seule attaque, je peux avoir sur 50 chèvres, je peux avoir la moitié de mon cheptel qui devient stérile, ou qui avorte, qui porte plus, donc il n'y a pas de lait. La moitié de mes bêtes qui ne produisent, qui ne font pas de petits, ça veut dire la moitié de production de lait, la moitié des fromages en vente, et je perds 50% de mon chiffre d'affaires. Et je vais être indemnisé que sur une seule bête. Voilà. Et une seule bête, non, ne compense pas, l'indemnisation ne compense pas les 50% de chiffre d'affaires en moins. Voilà. On vient de voir passer un des membres de la famille dans les escaliers derrière toi, Bruno. Voilà, c'est mon gamin. Et donc, les pertes là, elles sont énormes, mais c'est aussi les pertes en temps de travail. C'est très, très lourd. Même une exploitation qui ne se fait pas attaquer, en simplement en y mettant les moyens de protection, en allant voir ses chiens tous les jours, en refaisant ses clôtures qu'il ne faisait pas avant, c'est un coût énorme et c'était prouvé que il faisait baisser au fait son revenu, sa marge bénéficiaire de son exploitation baissait simplement de mettre les moyens de protection en place en étant subventionné. Oui, il y a une étude là, qui a été relayée par la presse régionale dans le sud-est de la France, je crois, dans les Alpes-Maritimes, qui disait que, en définitive, le loup coûtait par éleveur entre 4 et 10 000 euros de coûts indirects par an. Voilà, voilà. Oui, même en étant indemnisé, hein, ces chiffres que vous avez relevés. Ok, Denis, moi j'ai une question, alors un peu polémique. Hein, alors il y a deux questions, parce que celle-là, je la trouve intéressante. Quel intérêt pour les autorités de minimiser la présence du loup? Bruno, si tu pourras répondre à ça. Et moi j'avais une question, il y a quand même de la régulation du loup, qui est gérée par les agents de l'OFB, hein, je crois est-ce que tu penses que qu'une solution, ça serait la régulation par les chasseurs? C'était évoqué notamment par le président de la FNC, Willy Schran. Alors pour la première question, l'intérêt de minimiser le nombre de loups, c'est déjà parce qu'en fait, on aura le droit de tuer des loups suivant un pourcentage de 17% et qu'il peut monter à 19%. Donc, si on minimise le nombre de loups, ce qui fait qu'il y aura moins de loups tués. Mais comme ça, voilà, tuer 19% de 500 loups, c'est beaucoup moins que tuer sur 1000 loups. En fait, s'il y a une estimation à 1000 loups, c'est pas du tout le même chiffre. Donc voilà. Cet aspect-là, on veut aussi des fois minimiser la présence des loups dans des fois des nouveaux départements pour qu'il ait le temps en fait de s'installer. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des régions où ils ne voudront pas qu'ils s'installent et là ils vont vite le déclarer. Donc peut-être qu'en Normandie ils veulent peut-être pas de loups, ça pose problème. Ils vont peut-être faire des choses nécessaires pour éviter qu'ils prolifèrent. Et sur la régulation par les chasseurs? Bah oui, moi je suis pour une régulation.
par les éleveurs, par les chasseurs, par les agents de louveterie. Tout moyen qui permet de réguler en fait le nombre de loups est nécessaire. Alors il y en a qui disent que c'est pas parce qu'on va tuer un loup que ça va faire baisser les attaques. C'est soi-disant des études qui ont été dites par des pro-loups en fait, mais en fait quand on lit ces études et quand on les reprend, c'est des études des fois qui sont en anglais, qui se sont basées, mais elles ont été comment dirais-je, orientées dans le mauvais sens en fait. Michel Revelin a fait un document sortant d'une quarantaine d'études, études vraiment précises sur ce sujet-là, qui démontrent bien que tuer des loups ne fait pas augmenter les attaques, mais bien sûr les fait baisser. Donc il y a un document qui est sorti, moi je l'ai filmé en interview, il y a une vidéo qui va sortir et qui va l'expliquer. Donc tuer des loups pour limiter la prédation est effectivement nécessaire. Ok, on va devoir terminer ce débat. Denis, tu voulais évoquer un projet? Alors oui, la deuxième, en fait, c'est la deuxième raison pour laquelle on a le plaisir d'avoir Bruno avec nous aujourd'hui, c'est que nous allons travailler pour Bruno, en fait, puisque Bruno a décidé de lancer, Bruno et d'autres ont décidé de lancer une carte européenne de la prédation, et il se trouve que les travaux pour cette carte par les développeurs informatiques ont commencé cette semaine, donc c'était un peu pour marquer, pour couper le ruban de cette carte. Tu peux nous en dire deux mots cette fois-ci, Bruno? Oui, effectivement, je remercie Naturapass pour ce projet-là. Pourquoi que c'est un projet important? Parce que on voit que parler du rôle de l'agriculture dans le maintien de la biodiversité, c'est des fois mal entendu en fait. Les gens, ils ont des fois, ils n'ont pas 10 minutes pour comprendre ça. Et des images choquent malheureusement, ça interpelle les gens. Et on est obligé aussi de passer par là. Et quand on voit toutes les publications qu'il y a sur Facebook, etc., qui démontrent aussi ces attaques, malheureusement, elles sont vite oubliées. Donc il faut quelque chose en fait qui permet de visualiser toutes ces attaques pour que les gens comprennent ce que vivent les éleveurs. Et c'était important aussi que ça reste, parce que quand on voit tout ce qu'il y a sur Facebook, il y en a plein, mais c'est enterré dans l'actualité. Et une carte aussi, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que ça démontre l'endroit. Si on voit maintenant des photos, on voit tout, mais si on ne voit pas c'est où, ça perd en crédibilité. Une photo d'une attaque, elle est crédible si on peut la localiser. Donc voilà, ça c'est important pour bien montrer ça. Excusez-moi. Et donc, il fallait trouver un système qui permette de mettre des photos facilement pour les éleveurs, et parce qu'ils en ont plein, les éleveurs, de ces photos. Et donc, ils pourront, par ces photos, par l'application de Naturapass, ils pourront, quand ils ont une attaque, publier leurs photos directement sur une carte pour que les gens se rendent compte des conséquences de la présence d'un loup. Ça permettra en même temps de prévenir les éleveurs voisins ou plus loin d'une attaque. Et ça restera dans le temps, comme ça tout le monde pourra voir qu'il y a eu des attaques pas trop loin de leur maison de vacances, etc. Ok, donc en fait, un outil de connaissance de l'état de la dispersion du loup en France, un outil d'alerte pour les éleveurs et un outil qui servira aussi à la communication quant à ce sujet-là. Bon, mais écoute, il ne reste plus qu'à certains développeurs informatiques que je connais un peu de travailler, et puis on admirera le résultat ensemble. Bruno, un grand merci de ton intervention. On sait que tu es intarissable, on sait que tu en as encore beaucoup à dire. Malheureusement, le format de notre émission ne nous permet pas de te garder. Sinon, nous serions là encore jusqu'à demain matin. Mais je suis sûr que tu nous offrirais un délicieux lait de chèvre pour nous remonter. N'est-ce pas, Bruno? Oui, bon, on te dit un grand merci. Un grand merci. Et puis, à très bientôt de toute manière. Merci Bruno. Merci Bruno. Et on suivra cette affaire de près, y compris le développement de l'application.